Oui, ça marche. Alors, après l'autopsie, donc on va digérer tout ça avec un peu de contacto, je pense. Alors, je tiens à remercier mes amis algériens pour l'invitation, notamment le comité d'organisation de l'établissement INOF. Alors, je suis chez moi parce que je connais tout le monde, donc voilà, donc je vais présenter. Donc, je connais des gens depuis 15 ans déjà, et ça fait plaisir de me retrouver parmi vous ici en Algérie. Voilà. Alors, ma présentation, elle va être destinée beaucoup plus pour les étudiants, un petit rappel pour les professionnels, parce qu'ils le savent déjà. Et puis, c'est le passage de la kératométrie vers la topographie, l'optimisation des diagnostics et les décisions en adaptation de lentilles. Voilà. Donc, un objectif principal des topographes, c'est voilà, de dire est-ce que cet astigmatisme de Vonneau, est-ce qu'il est régulier ou irrégulier? Parce que sinon, la prise en charge, elle est différente. Voilà. Alors, un petit rappel anatomique, c'est que la cornée, elle est divisée en deux parties. La partie centrale, elle est parfaitement optique, sur 3-4 mm, et puis la partie périphérique, où il y a les aberrations. Du moment qu'on ouvre l'œil, donc les aberrations pénètrent, et donc là, la vision chute. Voilà. Alors, les premières tentatives, donc c'était en kératométrie centrale. Ce que vous faites en tant qu'étudiant tous les jours en TP, c'est que vous allez mesurer avec le Sitcliffe et le Javal la partie centrale. On va projeter des mires, se sont reflétés sur les larmes. Grâce à ces mires, on va récupérer ces images et faire des calculs. Le problème de la kératométrie centrale, c'est qu'on va mesurer une partie centrale, 4 points cardinaux. Faites attention. 4 points, c'est une moyenne horizontale et verticale. Donc, nous n'avons pas de précision. Ça reste toujours une mesure approximative. Il y a aussi des tentatives aussi. C'est la même chose aussi avec les kératomètres automatiques, parce que aussi ils ont une mire circulaire. Et quand vous prenez des mesures, vous constatez toujours que la mire, elle est à l'intérieur de l'RBPR. Donc, il s'agit réellement d'une mesure qui est purement centrale. Mais en périphérie, on n'a rien. Il y a certains kératomètres aussi qui nous proposent aussi la PK, c'est la kératométrie périphérique. Je vais vous démontrer l'intérêt dans les prochaines diapos. Alors, les premières tentatives de découvrir ce profil cornéen, c'était quoi? Le disque de Gisop, si ça vous rappelle quelque chose. Donc, avant, on mettait un disque où il y avait des points qui sont espacés d'un angle bien déterminé, et c'était l'objectif d'aller au-delà de la zone ophtalmométrique et aller de 3 à 4 mm de diamètre vers les 6 mm. Donc, les premières tentatives étaient faites par le disque de Gisop, et puis aussi par le disque de Placido. Ça, c'est c'était une analyse qualitative, pas quantitative. Mais l'analyse quantitative, réellement, c'était avec le disque de Gisop. D'ailleurs, j'ai pris une photo d'un ancien kératomètre, chez un ami optométriste. Vous voyez ici, il y avait une tige avec une pointe lumineuse, et il déplaçait la pointe pour avoir des points en périphérie. Sachant quand je regarde nasal, je mesure temporal. Si je regarde vers le haut, je mesure en bas. On est d'accord? Donc, grâce à ça, on a commencé à... Voilà, ici. Donc, à découvrir le profil périphérique. Ça, c'était les premières machines révolutionnaires, parce qu'ils avaient 3 points lumineux. Ça, c'était 10 degrés, 25 degrés et 30 degrés, ce qui nous permettait à chaque fois de chercher des angles un peu plus en périphérie pour prendre des mesures. Voilà. Alors, quand on mesure un point central et un point périphérique, donc ils sont distancés d'un angle, donc on peut parler d'excentricité. Que veut dire excentricité? C'est le coefficient d'aplatissement en allant du centre vers la périphérie. Ça, c'est une donnée qui est très importante en contactologie, parce que si on veut faire des lentilles sur mesure, c'est le meilleur moyen. On est d'accord? Voilà. Et donc, ça, c'est la formule. Et puis là, il y a la sphéricité et l'excentricité et le facteur P de forme, c'est la même chose. C'est des combines, mais qui donnent le même résultat à peu près. Pour dire la même chose, c'est l'aplatissement. Alors, si vous êtes devant... donc, selon l'excentricité, on peut être sous format hyperbole, parabole, ellipse, prolate et ellipse oblate. Ici, ça, c'est des études qui étaient faites. Ça ne date pas d'aussi longtemps, l'excentricité. C'est ça. Quand j'étais étudiant en 97, et quand je voyais ça, je dis, ah, c'est pas longtemps qu'on a découvert cette excentricité et ces aberrations de sphéricité. Voilà. Et donc, pour moi, c'est tout récent. Et donc, la moyenne en excentricité, la plus utilisée en contactologie, c'est 0,51, ce qui correspond à une sphéricité de moins 0,27, ce qui est mentionné principalement par le pentacam ici.
Alors, pourquoi je décris la sphéricité? Parce qu'il y a une relation entre un kératocone et la sphéricité et l'excentricité. Un kératocone, il a un fort coefficient d'excentricité ou un faible? Allô? Fort. Pourquoi? Parce que c'est comme si j'avais un petit îlot dans un océan. Donc le passage de la pointe centrale vers la périphérique, c'est un chapeau mexicain. Donc ce qui me fournit donc, une très forte excentricité. Et donc pour cela, les lentilles spéciales kératocone, ils avaient de très fortes excentricités. On est d'accord? Donc c'est une différence de base entre une lentille rigide normale et une lentille destinée pour les kératocones. Et on faisait beaucoup de dégagement. Alors, ça c'est le pentacam. J'ai aucun intérêt avec tous les laboratoires que je vais citer. Okay? Donc je suis libre. Donc ici, il vous donne la kératométrie centrale, la kératométrie Javal. Il va vous donner l'excentricité à 6 mm. Okay? Et il va vous donner le rayon périphérique le plus plat et le plus cambré dans la surface de mesure de 3 mm. Et aussi, il vous donne quoi? Une panoplie d'excentricité 6 à 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc là, on devient précis. Donc on a une excentricité moyenne de tout l'ensemble de la cornée. Alors, une application directe clinique. Voici un disque de Placido. Okay, une topographie ici de disque de Placido. Et là, vous commencez à déchiffrer tout ça, c'est la kératométrie centrale. Et ici, il y a l'excentricité, le facteur Q, c'est la sphéricité, le facteur de forme. Et ici, vous avez le diamètre pépiaire et l'astigmatisme. Donc là, c'est un petit îlot dans un océan, donc ce qui explique que l'excentricité elle est supérieure à 0,5. On est d'accord? Alors, est-ce qu'il y a une relation entre un rayon de courbure, les rayons de courbure et l'excentricité? Oui. Si vous démarrez avec un patient qui a un rayon de courbure qui est inférieur à 7,20 ou 7,10, eh bien le risque qu'on découvre un kératocone ou d'une excentricité très forte, il est énorme. Voilà. Donc quand les rayons deviennent plus cambrés, le risque d'excentricité et d'exploser, oui, ça c'est vrai, ça existe. Alors, quand vous prenez avec un autoref, c'est Mohamed Ouzani, que pensez-vous? C'est mon ami. Alors, ici, si on voit cette image, il faut passer directement en topographie. Voilà, ça se voit, ça saute aux yeux. Donc, heureusement que l'astigmatisme irrégulier, il est central. Vous voyez, il y a erreur, et ici, nous avons des rayons qui sont cambrés. Alors, passez directement en topographie, et vous allez découvrir qu'il y a un kératocone et l'étendue du kératocone. Alors, si vous sortez les tickets d'autoref, à partir des tickets d'autoref, on peut détecter quelque chose maintenant. Si vos rayons sont inférieurs ou supérieurs à 47, les valeurs sont supérieures à 47, nous pouvons suspecter un kératocone parce que quand la cornée prend plus de puissance, il y a plus d'aberrations dans la partie centrale. Donc, je vous laisse découvrir ceci. Donc, ici, par exemple, il y a une corrélation entre rayon de courbure et la myopie. Il s'agit d'une myopie de courbure ici, par exemple. Alors, pourquoi je vais en parler uniquement du disque de Placido dans ma première présentation? Parce que tous les appareils de nos jours sont des multifonctions. Donc, on a un disque de Placido, et dans ce disque, avec le système de réfraction, et ce disque de Placido sert à plusieurs choses. Donc, on va décortiquer toutes les cartes. Alors, une première tentative de faire de la topographie, c'était avec Nidec, le PKS 1000. Donc, il y avait 11 anneaux qu'on projetait, il y avait une photo réflexe derrière, on prenait les photos, et c'était une analyse typiquement qualitative de l'image. Est-ce qu'il y a des irrégularités? Mais on ne peut pas les quantifier. Grâce à l'avènement du numérique, et les ingénieurs ont bien bossé et répondu à nos besoins, et donc maintenant, on passe à des topographies numérisées. C'est ça l'objectif. Alors, le topographe, donc c'est une projection de mire de Placido sur les larmes, c'est un spéculaire sur les larmes, j'insiste là-dessus. Et puis, donc on va faire une projection, une numérisation, une reconstruction en mode axial et tangentiel, c'est ce qu'on va découvrir après. Et puis, la rapidité devrait être de 0,1 seconde. Pourquoi? Pourquoi l'acquisition devrait être rapide? Voilà, c'est le break-up time, pour éviter une cassure des larmes, sinon c'est faux. Alors, احنا نقولوا بالتونسي كل حد يقول لك خبز سخون. بلاسيدو كبير ولا بلاسيدو صغير, avantage ou inconvénient. Moi, je préfère, personnellement, je n'influence personne, je préfère les petits cônes parce qu'on se rapproche beaucoup plus de l'œil et on est dans une mesure purement axiale et on projette beaucoup plus d'anneaux. Ça, c'est moi. C'est typiquement, mais il y a des topographes, ils associent les deux. Alors, quand on projette les mires, et on va faire par mire
par cercle 500 mesures, 500 à 1000 mesures. Donc j'ai une panoplie numérique. Et puis comment je peux interpréter ça? Donc les ingénieurs ont l'idée, c'est de mettre des couleurs. Alors les couleurs chaudes, c'est les courbures les plus cambrées, et les couleurs froides, c'est les plus plates. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on va mettre? Du vert, jaune, orange. Et là, on peut interpréter, parce que 4000 points de mesure, c'est impossible d'interpréter. Alors, ça, c'est le premier topographe, c'est le TMS1, c'est en 1990. Donc, j'ai mis ça exact, c'est i6, technologie. Donc, on voit que la cornée, elle est un petit peu cambrée et s'aplatit en périphérie, parce que la cornée, elle est prolate, elle est légèrement bombée au centre et s'aplatit en périphérie. Et c'est confirmé par la topographie. Ça, c'est une cornée astigmate ou sphérique? Astigmate, pourquoi? Parce qu'il y a un nœud papillon. À partir de quelle valeur on commence à visualiser un nœud papillon? À partir de 0,75. Donc ici, la valeur elle est inférieure, strictement inférieure à 0,75, et à partir de 0,75, le nœud papillon commence à apparaître. Alors, le disque de Placido, on a voulu l'enterrer, si vous confirmez, docteur Yahyaoui, mais il résiste encore. Voilà. Alors, le disque de Placido, donc, il nous permet en fait de ressortir toutes ces cartes. Donc, tout topographe issu de Placido, il va nous permettre de ressortir toutes ces cartes. Et ici, vous avez le break-up time, à partir d'un disque de Placido. Voilà, le disque, on profite aussi de la projection des murs pour détecter avec un logiciel les premiers dry spots ou des irrégularités. Alors, les cartes absolues, donc, ce que veut dire carte absolue? Donc, on va régulariser ces couleurs. Alors, l'avantage, c'est une échelle invariable. Donc, chaque couleur, elle est destinée pour une puissance, elle est invariable. Donc, on peut faire des comparaisons entre l'œil droit et l'œil gauche, entre deux patients, dans le temps. Je vous photographie aujourd'hui, je vous photographie après 6 mois. Et donc là, on va voir Tadaris. C'est stable ou pas? Sur la face antérieure, on est d'accord? Ici, la cornée est légèrement bombée, s'aplatit en périphérie. Et quand vous avez une cartographie qui a la même couleur, est-ce que l'excentricité, elle est faible ou forte? Ou inexistante? Même couleur. C'est-à-dire votre cornée conserve sa forme de boule. Il n'y a pas d'excentricité, il n'y a pas d'aplatissement. Donc l'excentricité se rapproche de 0. On est d'accord? Wadah? Alors, une autre carte. Donc c'est la carte normalisée. Donc c'est une carte, c'est quoi? C'est que chaque couleur, toutes les couleurs, on va les placer sur le même œil. Donc même s'il y a une dioptrie d'astigmatisme, vous aurez des couleurs qui sont accentuées. Ça c'est en présentation normalisée, c'est en absolu. C'est le même patient. Ici, tu vas me dire, ah, c'est un kératocone, c'est des aberrations et tout. Non, non, non. Il suffit juste de changer, de cliquer sur la bonne case, et là, vous êtes en absolu. Et là, c'est une cornée qui est normale. Okay? Donc, elle permet de vulgariser les petites différences, pour ceux qui ont du temps. Hein. Alors, ça, c'est les cartes issues de Placido. Donc, nous avons l'axial, tangentiel et la colorométrie. Et ici, la carte réfractive. On va détailler tout ça. Alors, les algorithmes, je vais en parler de deux uniquement, l'axial et tangentiel. C'est la construction de votre profil avec un algorithme axial placé sur l'axe ou un algorithme tangentiel qui va s'occuper un peu plus de la périphérie. Ok, c'est important ça. Alors, ici, vous avez une présentation axiale. Ça, c'est l'axe de référence de l'appareil. Quand tu regardes le patient, il va regarder son œil en point clignotant. Donc, il est dans l'axe de l'appareil. Donc, on va faire toute la construction à partir de cet axe. Donc, je vais imposer à l'appareil, ok, de construire. Tous les rayons partent de l'axe de révolution de l'appareil. Par contre, en tangentiel, non. Chaque point, on va faire une tangente et on aura la puissance réelle. Okay? De ce fait, vous avez deux différences. Vous avez ici, dans la partie centrale, c'est kiff-kiff à peu près. Ici, l'allure, il est kiff-kiff. Mais en périphérie, il y a beaucoup de détails. Donc, la tangentielle, elle est bien pour détecter, pour déceler quelques variations en périphérie. Alors, ici, c'est simple. Je vais vous donner une idée, parce que c'est chinois quand même, axial, tangentiel. Hein? Donc j'ai trouvé une petite idée en disant, voilà, là je suis au-dessus de l'Arc de Triomphe, avec un hélicoptère. Donc je suis en mode axial. Je peux dire que, voilà, tous les bâtiments aux alentours sont au-dessus de la Terre. Mais je ne peux pas dire quel est le bâtiment qui est un peu plus haut que l'autre. Donc je descends avec mon hélicoptère, tac, 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 et je peux dire, voilà,
ici, l'Arc de Triomphe, il est au-dessus de tout le monde, et ce bâtiment, il est un peu plus élevé que celui-là. Donc, je regarde dessus, et en tangentiel, je regarde comme ça. Donc là, je peux faire des comparaisons. Et ça, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant aussi quand nous avons aussi des kératocones, parce que là, il va me donner encore plus d'idées sur la périphérie. Alors, ici, la carte, elle est en axial, hein, donc la forme, elle est un peu exagérée, mais ici, la tangentielle nous permet même de localiser un peu plus la position du bombement. Alors, c'est très important aussi, quand vous faites de l'orthoca, si vous restez en axial, ici en orthoca, la zone du traitement n'est pas visible. Et si vous passez pour le même patient en tangentiel, là, elle devient visible et on peut assurer le suivi. Vous êtes d'accord? Donc, en orthoca, il faut passer obligatoirement en tangentiel. Alors, on va passer à l'analyse qualitative de la topographie conventionnelle. Là, les choses sérieuses vont commencer, parce que maintenant, nous avons les outils. Là, on va décortiquer les topographies ensemble. On est d'accord? Un peu d'attention, c'est important. Ça, c'est le père de la topographie classique. C'est Rabinovitch et ses amis. OK? Donc, son ouvrage, il date depuis 1993. Alors, Rabinovitch, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand je fais des topographies, il y a des patterns, il y a des ensembles d'images qui sont suspectes d'un kératocone, d'un astigmatisme régulier. Alors, ici, une cornée normale ou pas ici? Bonbon central. Elle est prolate, la cornée, on est d'accord? Oublie ça. Ici, ovale, normal. Ici, un bonbon supérieur. Mouche normale. Ici, non. Ici, non. Ici, deux nœuds papillons symétriques. Normal, c'est l'astigmatisme. Ici, non. Ils sont trop tordus. Ici, les nœuds papillons ici, les bottis ne sont pas assez symétriques. Okay? Donc, de ce fait, il y a certaines formes, D, H, J et J. Ça, elles sont révélatrices d'une présence d'un astigmatisme, d'un bombement au-delà de la zone centrale. Ces constructions sont faites en courbure axiale, échelle absolue. Maintenant, vous avez les outils. Donc, on va quantifier ou qualifier ça avec une courbure axiale et en échelle absolue. Vous êtes d'accord? Voilà. Alors, une des choses de Rabinovitch, il a dit, faites attention si vous perdez l'énantiomorphisme, c'est-à-dire les deux yeux. Hein, il y a une asymétrie entre les deux yeux, une différence. Alors, l'analyse quantitative. Donc là, c'est la qualité de l'image. Maintenant, c'est quantitatif. On va quantifier. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabinovitch? Si vous avez une kératométrie moyenne supérieure à 47,2, vous pouvez suspecter un kératocone. Si la différence apicale sur le même méridien, elle est supérieure à une dioptrie, là, on est dans le cadre d'un astigmatisme régulier. Sur le même méridien, à 3 mm, c'est-à-dire si je commence ici 42, je termine en bas sur 3 mm, 43,5, là, je suis dans le cadre d'une irrégularité. Que veut dire irrégularité? C'est-à-dire que je ne peux pas le corriger envers lunette, parce qu'il a des limites. Voilà. Ici, I-S, il va prendre 5 kératométries supérieures, 5 kératométries inférieures, et en valeur absolue, on va chercher si elles sont supérieures à 1,3. 1,3, c'est-à-dire on soupçonne un kératocone. C'est qu'il y a trop d'irrégularité en supérieur et inférieur. Et le strax, c'est quoi le strax? C'est l'angulation. C'est deux nœuds papillons. Quand ils sont décalés au-delà de 21 degrés, la correction lunette, elle ne corrige pas 100%. Voilà. C'est par rapport toujours à une correction lunette. OK? Alors, ici, ça c'est la différence apicale. Sur le même axe, vous avez un bombement ici, ici. Donc certainement, vous êtes au-delà d'une dioptrie. Là, il s'agit d'une irrégularité sur le même axe. On est d'accord? Ici, nous avons ici le nœud papillon qui n'est pas bon, le strax et un bombement ici. OK? Ici, un bombement en inférieur. Alors, Rabinovitch, il a eu l'idée d'associer les deux, l'analyse qualitative et quantitative. Il a créé son propre indice qui s'appelle le KISA. Donc, c'est une association entre l'analyse qualitative et quantitative. Oui. Juste après. Non, je sais qu'on... en plus, il y a un atelier. Hein. L'après-midi, il y a 2 ateliers. Donc, on aura des cas cliniques réels. Alors, KISA, on va mélanger la kératométrie maximale avec l'asymétrie hémiméridien strax et l'astigmatisme. Et c'est la norme. Il ne devrait pas être supérieur à 60, sinon on évoque un kératocone. Alors,
J'ai mis ça pour ceux qui désirent faire le calcul. OK? Donc j'ai mis ça, donc vous avez la formule ici, et vous pouvez faire des applications directes. Sinon, maintenant, sur les topographes, il fait le calcul direct. Ça ne sert à rien de se casser la tête. Alors, ici, c'est mentionné directement. Vous voyez qu'ici, que I-S est inférieur à 4. Ici, la kératométrie centrale inférieure à 47. Et le KISA, elle est inférieur à 60. Donc, il s'agit d'un astigmatisme régulier. Ici, le KISA, il est fortement supérieur à 60%. Et donc là, on soupçonne kératocone. Et vous avez le STRAX, il est de combien ici? 76. Donc on est supérieur à 21. Donc il regroupe tout l'ensemble. Ici, je prends un exemple ici. Il y a une petite, ici, il y a une petite asymétrie ici, une petite déformation, un petit décalage ici. Je fais une topographie. Je trouve qu'ici, il y a une déformation. Et vous voyez ici que le I-S et le KISA qui sont mentionnés par le topographe, ainsi que l'excentricité, ils sont tous au-delà des normes. Pourquoi je vous montre ça? Parce que de nos jours, jusqu'à aujourd'hui, tous les topographes modernes, ils utilisent encore Rabinovich. Tous les critères de Rabinovich. Donc c'est une base. C'est vrai, c'est limité à 3 ou 5 mm, pas plus, mais reste valable comme base. Donc ici, vous avez, ça c'est l'ORF-scan. Okay? Donc vous avez ici la mesure ophtalmométrique, on va dire Java ou Sitcliffe. Vous avez l'irrégularité ici, le I-S. Vous avez ici la moyenne avec les extrêmes, l'astigmatisme ici, si on veut chercher la différence apicale, ça c'est le STRAX. La même étude sur 3 mm, on le fait sur 5 mm. Et puis, bien sûr, il vous donne quelques données biométriques qui sont intéressantes. Okay? Donc, jusqu'à aujourd'hui, on utilise les critères de Rabinovich. Je prends ici aussi, ça c'est le pentacam, pour ceux qui utilisent un peu le pentacam. Vous avez ici une kératométrie centrale, kératométrie moyenne. Ici, c'est quoi ici? Le Q, c'est quoi? C'est la sphérécité. Elle se rapproche de 0, donc il s'agit d'une cornée qu'on va conserver sa forme de boule. Ici, l'ORF-scan aussi, c'est la même chose. Il nous fait une étude sur 3 et 5 mm. Il y a une donnée qui est très intéressante aussi que je trouvais dans le pentacam, qui est faite uniquement par les topographes qui ont un Scheimpflug, parce qu'ils vont nous donner une information sur la face avant et la face arrière. Donc, le Scheimpflug nous donne une idée précise sur la face avant et la face arrière. C'est la caméra rotatoire, okay, la fente rotatoire. Et donc là, c'est intéressant aussi. Hop, je le mets ici. Voilà. Donc, c'est la kératométrie antérieure-postérieure, avec laquelle on va calculer en fait la puissance réelle de votre cornée dans cette région, okay, selon les deux faces. Et puis, s'il y a une déviation, voilà. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va calculer la puissance totale. Et puis, s'il y a une déviation normale, la continuité, s'il y a une déviation, elle va être détectée, okay, par la face avant. C'est-à-dire en lui disant, voilà, la face arrière, la puissance, elle est constante, le rayon est constant. La face avant, normalement, elle est comme ça. Et quand il y a une bosse, il va la détecter, il va nous donner cette valeur. Alors, il y a une relation entre la puissance réelle de la cornée et le KPD. Donc, ici, elle est dans les normes quand elle est inférieure à 1,6. Ici, elle est suspecte, mais du moment qu'elle est de 2,5 et avec déjà des kératométries et des puissances allant de 46 à 52, donc on est au-delà de 47, le critère de Rabinovich, donc on n'est plus dans les normes. Pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'il y en a pas mal qui l'oublient de le mentionner ici dans cette case, KPD. C'est l'équivalent du I-S, on va dire. Voilà, OK? Là aussi, dans le pentacam, il y a une donnée qui est intéressante, c'est le Kmax dans toute la surface de la cornée. C'est la kératométrie max avec ses coordonnées. Et généralement, elle coïncide avec l'apex du kératocone. OK? Alors, pour vous dire que Rabinovich existe encore, hein, le pentacam, c'est un appareil qui est quand même performant. Mais ici, qu'est-ce que vous voyez ici? Le KISA et le I-S. Il utilise le KISA et le I-S pour détecter un kératocone. Donc, ça résiste encore. Et depuis 1990, les critères, ils existent et on l'utilise jusqu'à aujourd'hui. Ici, la même chose, c'est un ORF-scan. Donc, vous avez une étude sur 3 mm et 5 mm. Et il utilise aussi les données de Rabinovich. Mais ici, si je fais une analyse qualitative de l'image, ici, il s'agit d'un astigmatisme régulier ou irrégulier ici? Pourquoi? Parce que nous avons un bombement ici, et les axes, bien sûr, le STRAX et les axes, ils sont plus orthogonaux. Ici, c'est un appareil performant, c'est le TMS5, qui allie
un Scheimpflug plus un disque de Placido. Donc vous voyez ici, si je fais l'analyse qualitative de l'image, j'ai un bombement, je suis ici supérieur à 47 ici. Si je fais le I-S supérieur moins inférieur sûr, je suis supérieur à 1,5. Et puis j'ai un bombement et les SRAX. Ça, on va le voir dans le prochain cours, parce que je suis limité dans le temps. Mais il y a d'autres indices qu'on peut associer avec Claes et surtout Maïda. Donc ce sont des calculs mathématiques de surface. Et c'est le topographe qui va faire le calcul. Et des moments qui sont dans le vert, c'est bon. Jaune, suspect. Et le rouge, c'est hors norme. Alors, je prends un cas clinique, je termine avec 3 cas cliniques. Allez-y, faites-vous plaisir. Donc, ça, c'est des cas réels, hein, chez moi. Hein. Je reçois tous les jours, je ne reçois que des cornets comme ça. Voilà. Alors, ici, c'est régulier, non? Ici, moins 0,50, moins 8 à 95. 7,33, 6,42. Je suis inférieur à 7,10. Donc, ma position sûre, elle est supérieure à 47,2. Donc, je peux soupçonner un kératocone. Ici. En plus, la kératométrie, elle est trop pointue ici. Alors, je fais ma topographie. Qu'est-ce que je trouve ici? Analyse qualitative de l'image. Je trouve quoi ici? Un bombement ici. OK? Et puis, les axes, il n'y a plus d'orthogonalité. Il n'y a plus de strax. Donc, à coup sûr, je suis devant un astigmatisme régulier. Alors, la KPD ici, elle est supérieure à 2,6. Donc, ce qui correspond à la région, il y a un bombement. Ça, c'est une présentation en mode tangentiel. Alors, le cas numéro 2, régulier ou régulier ici? Pourquoi? Les bottis sont bien dessinés ici, hein, le nœud papillon, et c'est vraiment régulier, jusqu'au limbe. Hein. C'est pourquoi je l'ai équipé avec des lentilles souples toriques. Parce que quand je suis devant un astigmatisme régulier, je peux équiper avec des lentilles souples toriques à l'aise. Ici, cas numéro 3. Régulier ou régulier? Régulier. Hein? Il ne faut pas chercher la périphérie. On s'intéresse uniquement aux 5 mm centraux. C'est le plus important. Okay? Donc, régulier. Ici, l'œil gauche, régulier. Okay? Donc, je l'équipais en quoi? En lentille rigide, torique interne, parce que son astigmatisme il était supérieur à 3. Voilà. Et vous appréciez ici le résultat. Avec des lentilles rigides, on corrige parfaitement l'astigmatisme. Okay? Et donc, nous pouvons aller vers des acuités meilleures. Okay? Donc, quand je suis en présence d'une lentille rigide torique interne, je dois présenter 2 rayons de courbure, le rayon le plus plat et le rayon le plus cambré, selon la formule que vous avez étudiée. Okay? Voilà. Eh bien, merci. Alors, il y a des questions? Il fonctionne. Merci Anis, merci pour ta présentation sur la topographie. On ouvre la discussion. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, s'il vous plaît? Monsieur Boutara. Merci, shukran. S'il vous plaît, par rapport à la topo, à votre avis, quels sont les paramètres pour différencier entre un kératocone et une dégénérescence marginale? Merci. Alors, je parle au stade de Placido, parce que ma présentation elle était sur le Placido. Donc, c'est les pinces de grappe, c'est les moustaches de Gaulois déjà. Et puis, au niveau du bombement en inférieur, on trouve le Camax aussi, dans les pinces de grappe. Mais si on peut aller vers la pachymétrie, bien sûr, la pachymétrie la plus fine, on va le trouver en bas. Voilà. Donc, c'est par rapport à ça. Et votre question elle est très intéressante parce qu'il y a des PMD, quand vous corrigez, ils baissent l'acuité visuelle parce qu'ils ont une pupille en myosis. Et ça, c'est surprenant parce que le bombement, il se trouve en bas. Donc, le cerveau va trouver une solution, il va mettre la pupille, il va faire une constriction pupillaire et il améliore la vision. Et j'en ai des cas où ils sont corrigés avec juste moins 1 sphérique, ils sont satisfaits. Mais je parle pas de PMD importante, hein, au 3e ou 4e grade. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Merci pour la présentation. Je voudrais parler de la correction optique des kératocones. Sur certains kératocones, on arrive à avoir une vision satisfaisante avec correction en lunettes, même à des stades très avancés.
on arrive à trouver une focale sur laquelle on arrive à avoir une vision satisfaisante. Comment expliquez-vous ça? Moi, quand je reçois un patient, kératocone stade 1, avec pipi en myosis, eh ben, bonjour, je dois prendre un paracétamol et prendre un café pour le corriger. Et tout le monde le sait parce que ça dégage beaucoup d'aberrations. Pourquoi le corriger en lentilles? Quoi? Pourquoi le corriger en lentilles? Oui, parce qu'ils l'envoient, parce qu'ils veulent améliorer, parce qu'il est à 9 dixièmes. Non, mais je ne le corrige jamais, parce que c'est des cas, un kératocone, il accommode comme un fou, surtout dans les premiers stades. Donc pourquoi il accommode? Pour mettre en construction la pupille, pour forcer la pupille à être en construction. Et ça va jouer le rôle de trou sténopique. On m'envoie des kératocones, c'est vrai, stade 3, que je corrige avec un verre de myopie de -1, ou d'une lentille asphérique dans sa face avant de -1. Ça, c'est la magie. Ça, c'est pour moi, c'est la magie du trou sténopique naturel. Voilà. Et ça améliore. Et croyez-moi, dans le cas de la PMD, puisqu'il est en inférieur et tu as encore au centre un peu de cornée régulière, quand il fait la construction pupillaire, eh ben, ça améliore sa vision. Voilà. Moi, je parlais plus en tâtonnant l'angle d'astigmatisme, on arrive à avoir une vision. Donc il y a une focale sur laquelle Oui. l'image elle est sur la rétine. Et même s'il a un dixième ou même parfois moins sans correction, on arrive à avoir un 9-10 dixièmes parfois sur des kératocones stade 3. Oui. Comment expliquez-vous? Ça, c'est la pupille. Non, ça n'a rien à voir. Si, le diamètre pupillaire, moi j'ai eu de l'expérience, c'est le diamètre pupillaire, c'est la construction. Et de temps en temps, oui, je confirme, dans la coma, c'est une comète, et dans la coma, le patient, il est à l'aise sur ça. Donc son cerveau, il a une plasticité à distinguer dans le flou, parce que depuis longtemps, il est dans le flou. Ouais. Est-ce que je peux juste faire un commentaire? Ouais. Par rapport à cette question. Une autre question ou par rapport à ça? Oui, une autre. Moi, j'ai un commentaire par rapport à cette question. J'ai quelques commentaires, s'il te plaît. Alors, par rapport à la dégénérescence marginale pellucide, souvent, on a remarqué que les cornées centrales, elles n'étaient pas cambrées. Hein. Elles étaient relativement planes et les courbures, les kératométries, elles étaient basses. Et pour deviner, pour répondre à votre question, si on n'a pas d'élévation et qu'on n'arrive pas à voir la pince de crabe, si on a une petite moustache qui s'amorce, on peut imaginer par extrapolation, si on dessine, on retombe sur une PMD. En fait, et elles évoluent rapidement, il faut les suivre de près. Par rapport à la question du myosis, en fait, on retombe dans la syncinésie parce qu'on a de la profondeur de champ. Et là, il faut faire une nuance très importante. On parle souvent d'acuité visuelle en matière de kératocone, mais il y a vision quantifiée et qualité de vision. Et c'est deux notions complètement différentes. Alors, le problème des kératocones stade 1, pour revenir à la remarque du kératocone stade 1, c'est qu'on a un 7-8 dixième, par exemple, qui est de mauvaise qualité. La question après, elle se poserait, est-ce qu'on l'adapterait ou pas? Pourquoi? Le gain qu'il pourrait avoir en qualité de vision, il pourrait le perdre en inconfort par rapport à la lentille. Et souvent, quand il vous a dit qu'il allait prendre un paracétamol, c'est les gens les plus difficiles à corriger, les petits kératocones. Et souvent, on se résigne parfois à les laisser avec leur correction pour ne pas leur faire courir les risques d'une adaptation, par risque d'un dispositif externe, et les faire profiter de la vision moyenne qui leur reste. Donc c'est un débat par rapport à corriger les kératocones stade 1 aux lentilles de contact qui sont à 8-9 dixièmes. Et pour le myosis, c'est surtout une histoire de profondeur de champ qui augmente la qualité de vision et que la cornée centrale, quand il y a ce myosis, on retombe sur cornée presque sphérique. Donc on n'a plus les aberrations qu'on va voir tout à l'heure qui se dévoilent à pupille dilatée. Donc mais voilà des par gens rapport. qui sont satisfaits en vision. Oui, alors justement, j'enchaîne par rapport à la correction on va se tutoyer, que tu essayes sur. C'est vrai que si tu tombes sur le bon axe, tu as une vision sur une focale, comme tu dis. Mais ces patients auront une bonne vision quantitative, mais ils garderaient une mauvaise qualité de vision. Je ne suis pas contre, hein, je suis pour, au contraire, si on arrive à les améliorer, ils sont satisfaits par leurs lunettes, de les laisser avec leurs lunettes pour les petits kératocones. Voilà. Satisfait même en vision mésopique. Une autre image, un autre. Juste. Oui, c'est un sujet très intéressant de corriger par lunettes un kératocone, et je le propose pour les étudiants.
en licence ou en master. Et il faut savoir que parfois on reste 1 heure pour trouver en tâtonnant. Pourquoi ne passer d'un examen barométrique, mais en tout cas, on arrive à 10 sur 10, le patient est satisfait, le médecin aussi, il fait sa correction, il revient, que je ne vois pas. Et on vérifie exactement, et on vérifie la correction, ça a été bien fait, tout est bien, tout est bon, et on refait un autre examen, et on a une autre correction. Donc, tout dépend. Le jour J, le jour J, même avec le même. Parce que on oublie le cerveau. Le cerveau, qui arrive à régulariser une image très déformée. Donc, le cerveau est là pour améliorer l'image. Et il y a l'accommodation au niveau périphérique, mais il y a une adaptation centrale qui est malléable, qui change, et c'est pour cette raison, sauf si vous arrivez à le corriger avec un minimum de cylindres, ça peut passer. Mais dès qu'il y a un cylindre et un axe, je parle des kératocones stade 2, 3, on ne peut pas, même si le patient est satisfait, vous le faites marcher avec ses lunettes, il est très satisfait, il revient avec ses lunettes, il dit que non, je ne vois pas bien avec ses lunettes. C'est un sujet très intéressant. Mais comment on arrive à avoir 10 sur 10, tout dépend. Le point de sa cornée, au moment de l'examen, il utilise une partie, il a 1 mm² de sa cornée, et il arrive à 10 sur 10. C'est son cerveau. Dans d'autres conditions, il va utiliser un autre point et le flou. Voilà. J'ai une question au niveau de la prévention. Un kératocone de premier stade peut évoluer au 2e, 3e, etc. Y a-t-il une adaptation en lentille de contact qui pourrait prévenir le kératocone pour le laisser au moins au premier stade ou quitte à l'améliorer? Alors, je donne une réponse directe. Non, les lentilles ne stoppent pas le kératocone. Et donc, je pense que Dr Yahiaoui peut expliquer ceci. Donc, c'est le cross-linking. Il y a d'autres thérapies qu'on peut utiliser. Éviter le frottement des yeux. Donc, voilà. Et donc, consulter son médecin tous les 6 mois. Ça, c'est important pour chercher la pachymétrie, la présentation qualitative, quantitative de l'image. Si ça bouge, donc là, on fait un cross-linking, on passe au traitement. Donc, il y a des traitements associés. Ça, c'est le volet médical. C'est le médecin, l'ophtalmo qui décide. Mais moi, dans mon centre, je fais venir mes patients tous les 6 mois. Et on fait des topographies. Et quand je constate que ça bouge un petit peu, j'envoie un rapport à l'ophtalmo. C'est l'ophtalmo de s'occuper de tout ça. C'est médical. Voilà. En fait, je vais lui donner la parole. Je ne vais pas oublier. C'est juste pour répondre au monsieur par rapport au cross-linking. Alors, il n'y a aucun moyen thérapeutique autre que la rigidification par cross-linking qui pourrait éventuellement stopper. Et même avec ça, il faut faire et surveiller encore. La surveillance de très près et surtout le frottement des yeux. Si on doit sortir avec un conseil, avec une prévention par rapport au kératocone, c'est le traitement de l'allergie de façon prolongée, pas de frottement des yeux, un suivi semestriel topographique, réfractif, encore plus proche pour certains cas particuliers, les PMD par exemple, les jeunes par exemple, le facteur hormonal, les grossesses, il faut les suivre de près. Maintenant, je donne la parole au docteur Ouzani qui a une question. Merci, Dr Yahiaoui. Merci, Anis. Donc, on a demandé à Anis de nous parler surtout de la kératométrie et le passage vers la topographie, surtout pour les étudiants et les gens qui vont commencer à faire attention, il l'a mentionné, à la kératométrie. Si elle est inférieure à 7-10, pensez à orienter le patient. Tout le monde, il peut avoir un kératomètre, mais ce n'est pas tout le monde qui aura un topographe dans son centre ou dans son cabinet. Donc, faites attention à la kératométrie, faites attention à l'évolution de l'astigmatisme. Souvent, on a des opticiens qui orientent leurs patients, leurs clients, à reconsulter, à demander une topographie quand ils remarquent le changement de la prescription, l'astigmatisme qui évolue. Souvent, c'est les axes qui changent d'abord. Donc, le message, je pense que Anis voulait passer, que on peut
à partir de la kératométrie de la réfraction, suspecter un kératocone et vous pouvez jouer un rôle très important dans le dépistage, orienter le patient à temps et améliorer la prise en charge. Il suffit de voir les mires et on a le diagnostic. Parce qu'il peut faire une correction chez deux ophtalmos différents. Alors, Là, c'est l'opticien qui va révéler. ça fait plaisir que ma communication elle a fait un grand débat. Je commence kératométrie, je finis kératocone et prise en charge. Bon, ma communication, en fait, elle était destinée pour les étudiants principalement, donc c'était light. Hein, c'est les outils pour décortiquer une topographie. Bien sûr, il y aura, parce qu'elle est à 3 niveaux la topographie, donc il y a le spéculaire, il y a les topographies d'élévation, et maintenant il y a les topographies à base d'OCT, couplées à un disque de Placido. Donc là, on est au premier niveau, et puis on peut passer au deuxième, et puis au troisième, et la technologie évolue. Mais pourquoi le disque de Placido, je l'ai présenté encore, je le présenterai toujours, parce qu'on a voulu toujours enterrer ce disque de Placido et Rabinovitch et renaître de ses cendres. Voilà. Donc c'est intéressant, c'est simple. Ah oui. Merci pour la présentation qui a été très claire. Et comme vous avez dit, c'était destiné aux étudiants. Donc je voulais juste éclaircir un petit peu par rapport aux limites du disque de Placido à la mesure de l'astigmatisme interne, qu'il ne faut pas négliger aussi à la correction. Oui. Alors, le disque de Placido, j'ai bien insisté que c'était le spéculaire sur les larmes. On n'a aucune information sur l'astigmatisme interne. Donc nous avons juste une information au niveau de la face antérieure. Donc on n'est pas dans le cadre de dépister un kératocone face postérieure, parce que ça démarre en face postérieure pour atteindre la face antérieure. Donc le kératocone, il va commencer en face postérieure, il tarde à faire pousser la face avant. Mais déjà, quand on détecte en Placido, c'est déjà qu'il est installé. Ça, je confirme. Puisqu'on est sur le technique, sur la présentation, j'ai quelques commentaires. En fait, moi, je défends aussi le Placido et tous les nouveaux abéromètres et les nouveaux topographes les plus puissants qui utilisent l'élévation pour la face postérieure, l'intérêt pour la face postérieure, la pachymétrie, ils combinent, ils couplent ça avec un Placido. En fait, parce que les systèmes d'élévation avant, ils faisaient pourquoi aller mesurer une élévation et faire une extrapolation pour avoir une courbure, alors qu'on peut avoir une courbure directement quand on sait qu'il y a un lissage mathématique dans la reconstitution. Donc c'est comme si on sautait, c'est comme si on faisait un pas en arrière. Donc le Placido garde son indication. Les systèmes couplés, c'est les plus puissants. Les élévations, c'est surtout la face postérieure et la pachymétrie. Et la bérométrie, c'est surtout les structures internes. Par contre, j'ai une remarque par rapport aux 4 points de l'autoref. Quand on prend des points sur l'autoref, ça considère que la portion centrale de la cornée est sphérique. Pourquoi je dis ça? Vous vous amusez à prendre un kératoconique, vous prenez plusieurs mesures à l'autoref, vous allez tomber sur des chiffres complètement différents. Donc, les exemples qu'on a montrés sur les astigmatismes importants, c'est sur une seule prise. Si on prenait plusieurs prises, on trouverait des chiffres complètement différents. Donc, et sur juste en voyant les mires, vous avez le diagnostic du kératocone, en fait. Donc ça, c'était pour la remarque par rapport à l'élévation. J'avais aussi parlé de la tangentielle et de l'axiale. En fait, l'axiale, c'est la puissance. La tangentielle, c'est la forme. Si vous voulez avoir la vraie forme de votre cornée antérieure, c'est la carte tangentielle. Parce qu'en fait, en périphérie, comme s'il y a une approximation de Gauss, et les rayons axiaux, ils sont proches de leur vraie position, quand vous éloignez, vous vous égarez. Et donc, ces pentes de déviation deviennent importantes, et ça donne des formes complètement erronées. Plus le nombre de points d'étude qui sont limites, et donc il y a un aliasing, il y a un resurfaçage qui est complètement biaisé, et l'axiale, elle perd tout son sens pour la morphologie de la cornée antérieure. Oui, j'ai donné l'exemple axial-tangentiel, c'est pour simplifier. Mais sinon, si on part dans des calculs mathématiques, ça devient complexe et ce n'est pas notre objectif. Parce que j'insiste là-dessus, nous sommes consommateurs éclairés de la technologie. Nous n'avons pas fabriqué ces machines, mais nous sommes des consommateurs de technologie éclairés. Et sur notre demande, les ingénieurs vont bosser. Donc je tiens toujours à remercier dans mes conférences, ça je le fais généralement, tous les ingénieurs, tous ces corps de métiers et de professionnels qui ont abouti à la création de cette technologie à notre demande, à nos souhaits. Ça, c'est très important. Okay? Donc, nous, on va cibler quelle est l'exploration complémentaire à faire, qu'est-ce qu'on, devant un cas de kératocone, comment on va agir. Moi, ma conférence, c'était comment dépister ou déceler un astigmatisme régulier d'un astigmatisme irrégulier. Ça, c'est très important parce que la prise en charge, elle est différente. Okay? Alors, il y a autre chose par rapport à la réfraction. Quand vous faites un CCR et vous n'arrivez pas
à trouver l'astigmatisme, vous n'avez pas un topographe, on peut suspecter aussi la présence d'un astigmatisme régulier. Pourquoi? Parce que certains patients, où tu mets l'astigmatisme, on le trouve réellement, tu trouves -1, et que quand tu enlèves l'astigmatisme de -1, je dirais à 60 degrés, je te dis, voilà, là je vois mieux. Pourtant, la correction, physiquement, elle existe. Voilà. Donc là, il faut penser qu'il y a une petite irrégularité quelque part. Autre chose, quand vous mettez des lentilles souples toriques, et vous n'arrivez pas à stabiliser, ça bouge dans tous les sens, avec de grandes marques. Hein. Je parle des lentilles qui sont fines, avec multifactoriel de stabilisation. Pense ici à faire une topographie parce que la bosse du kératocone vient juste en dessous du système de stabilisation. Voilà. Juste une petite question. J'ai une vision un peu physique des choses. Hein. Je ne suis pas ophtalmologue. Moi, je m'intéresse au mécanisme. Donc, le mécanisme de topographie, si vous prenez par exemple les disques de Placido, c'est des anneaux circulaires qui sont lumineux. Donc, on vous irradie avec ça. Et la réflexion vous permet de revenir à la cartographie de la cornée. C'est bien ça. Donc, la question, évidemment, il y a de la physique dedans. Il y a beaucoup de mathématiques parce que dans les machines, c'est bourré d'algorithmes, c'est bourré de banques de données et pathologiquement, les cas sont très différents puisque vous pouvez avoir par exemple un œil sec, un œil avec un excès de larmes, etc. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Mais la question que je voulais vous poser, avec les mires de Placido, est-ce qu'on peut revenir à la cartographie de la face postérieure de la cornée? Non. Donc c'est la pentacam. C'est la pentacam. En fait, Dr Yahiaoui et Dr Maki, donc le Placido, aucune chance pour qu'il nous permette d'avoir une idée sur la face postérieure. C'est toujours une numérisation par rapport à l'endothélium, surtout avec les ossités, on est beaucoup plus précis parce qu'anatomiquement, on est à l'ordre de 1 micron maintenant, et ce qui nous permet de reprendre et de faire une construction. Moi, la première fois dans ma vie où j'ai touché un pentacam, où il me fournissait la kératométrie de la face postérieure de la cornée. Parce que quand j'étais étudiant en 97, 96, et donc il me disait l'astigmatisme interne démarre de la face postérieure de la cornée. Et puis un jour, je touche une machine, hop, je commence à quantifier l'astigmatisme de la face interne de la cornée. C'était pour moi de la magie. Autre chose, il y a un appareil qui est mythique, je pense à l'OPD scan, nous avons discuté tout à l'heure, c'est un appareil magique parce que tu as une skiascopie dynamique et tu as un Placido et c'est un vrai abéromètre à base de skiascopie. Donc il tient compte de relief de l'intérieur, la réflexion lumineuse à l'intérieur de l'œil. Et donc ça, c'est des éléments qui sont très intéressants. N'oublions pas que nous avons commencé à quantifier rien que l'aplatissement périphérique de la cornée dans les années 80. C'est tout récent. Grâce à quoi? Grâce à l'avènement de la numérisation de l'image, grâce à ces logiciels performants et grâce aux ingénieurs qui font des efforts considérables pour rendre notre exploration et notre vision des choses plus différentes. Voilà.